Et bonjour à tous, on se retrouve pour la lecture linéaire 7, la dernière lecture linéaire pour les caractères de Jean de la Bruyère. Donc aujourd'hui nous allons traiter de la cour, qui est dans le livre 8, qui porte le même nom que le livre 8 justement, et qui est la 74e remarque. L'on parle d'une région où les vieillards sont galants, polis et civils, les jeunes gens au contraire, durs, féroces, sans mœurs ni politesse. Ils se trouvent affranchis de la passion des femmes, dans un âge où l'on commence ailleurs à la sentir. Ils préfèrent des repas, des viandes et des amours ridicules. Celui-là, chez eux, est sobre et modéré, qui ne s'enivre que de vin. L'usage trop fréquent qu'ils en ont fait le leur a rendu insipide. Ils cherchent à réveiller leur goût déjà éteint par des eaux de vie et par toutes les liqueurs les plus violentes. Il ne manque plus qu'à leur débauche que de boire de l'eau forte. Les femmes du pays précipitent le déclin de leur beauté par des artifices qu'elles croient servir à les rendre plus belles. Leur coutume est de peindre leurs lèvres, leurs joues, leurs sourcils et leurs épaules, qu'elles étalent avec leur gorge, leurs bras et leurs oreilles, comme si elles craignaient de cacher l'endroit par où elles pourraient plaire, ou de ne pas se montrer assez. Ceux qui habitent cette contrée ont une physionomie qui n'est pas nette, mais qui est confuse, embarrassée, dans une épaisseur de cheveux étrangers, qu'ils préfèrent au naturel et dont ils font un long tissu pour couvrir la tête. Il descend à la moitié du corps, change les traits et empêche qu'on ne connaisse les hommes à leur visage. Ces peuples, d'ailleurs, ont leur dieu et leur roi. Les grands de la nation s'assemblent tous les jours, à une certaine heure, dans le temple qu'ils nomment église. Il y a au fond de ce temple un autel consacré à leur dieu, où un prêtre célèbre des mystères qu'ils appellent saints, sacrés et redoutables. Les grands forment un vaste cercle au pied de cet autel et paraissent debout, le dos tourné directement au prêtre et au saint mystère, et les faces élevées vers le roi, que l'on voit à genoux sur une tribune, et à qui il semble avoir tout l'esprit et tout le cœur appliqué. On ne laisse pas de voir dans cet usage une espèce de subordination, car ce peuple paraît adorer le prince, et le prince adorer Dieu. Les gens du pays le nomment, un nom inconnu, il est à 48 degrés d'élévation du pôle, et à plus de 1100 lieues de mer des Iroquois et des Hurons. Donc ce texte est relativement long, et pareil, relativement long à analyser. Jean de la Bruyère est né en 1645 et mort en 1696. Il a été un écrivain et moraliste français. Son livre, Les caractères de la Bruyère, est publié lorsqu'il a 43 ans. C'est l'œuvre d'une vie, puisqu'il aura travaillé 17 ans sur ce livre pour proposer un premier choix de 420 remarques, puis en 1694, c'est-à-dire 6 ans plus tard, la Bruyère achèvera son livre, qui comptera alors 1120 remarques. Il s'agit de portraits, de maximes, de caricatures qui visent à dénoncer les travers humains. Son livre a pour but également de plaire et instruire. Dans cet extrait, qui est la remarque 74 du livre 8, qui est le même nom en fait, le livre 8 s'appelle De la cour, la Bruyère dénonce les courtisans qui veulent plaire au roi. Donc nous pouvons nous demander en quoi le regard d'un observateur étranger permet-il à la Bruyère de faire une critique de la cour. Donc ce texte se sépare en plusieurs parties, 4 exactement. Donc tout d'abord, la première partie c'est une jeunesse débauchée et corrompue. Puis nous avons un portrait physique des femmes puis des hommes. Un rapport de ces individus avec la religion. Et enfin, la découverte du pays, de l'endroit où ils se trouvent. Donc première partie, la jeunesse débauchée et corrompue. Donc l'extrait commence par l'emploi du pronom indéfini « on », derrière lequel la Bruyère s'efface. Cela suggère une distance et une impartialité. Le nom nominal « une région », avec le déterminant indéfini, montre ici la présence d'un lieu qui reste mystérieux. Ce groupe nominal s'oppose avec l'adverbe « ailleurs ». Nous avons l'antithèse qui oppose vieillard et jeunes gens, qui est renforcée par la locution adverbiale au contraire, pose les deux catégories d'hommes. La première catégorie est une énumération méliorative avec galant, poli et civil, et la deuxième est une énumération péjorative avec dur, féroce, sans mœurs ni politesse. L'utilisation de la ponctuation, notamment les 2 points, va donc proposer une explication et une justification à ces attitudes jugées indignes.
Ici, nous avons une tournure passive dans « il se trouve affranchi » qui souligne l'incapacité des jeunes gens à agir, ils subissent simplement. Nous avons une énumération au rythme ternaire avec des repas, des viandes et des amours ridicules dans lequel on peut souligner le grand intérêt pour la nourriture, mais aussi pour une connotation péjorative dans amour ridicule, puisque La Bruyère fait référence à l'homosexualité, qui est ici grâce à un euphémisme. Puis nous avons une critique qui se poursuit avec la présentation d'un autre vice, c'est l'intérêt pour les boissons. En antithèse avec sobre et modéré, nous avons ne s'enivre que de vin, par exemple. Et nous avons aussi une hyperbole usage trop fréquent qui va en gradation, eau de vie, toutes les liqueurs et eau forte. Sachant que pour info, l'eau forte c'est 60 degrés d'alcool. Donc en synthèse, nous pouvons dire que La Bruyère nous présente des individus peu recommandables, avec deux défauts majeurs, le désintérêt pour les femmes et les excès de chair et de boisson. Ces jeunes gens sont tout le contraire de l'honnête homme. En deuxième partie, nous avons le portrait des femmes, puis des hommes. Donc le premier groupe visé est celui des femmes. Donc la beauté est tout de suite associée à une superficialité avec le mot artifice et le mot peindre. Nous avons aussi le champ lexical du corps avec même une énumération, leurs lèvres, leurs joues, leurs sourcils, leurs épaules, et une deuxième énumération, leur gorge, leurs bras et leurs oreilles. L'objectif est censé les rendre plus belles, mais ce n'est pas le cas puisque La Bruyère utilise la métaphore hyperbolique précipite le déclin. Ce qui dit que le deuxième groupe visé est celui de la jambe masculine, puisqu'elle elle désigne une périphrase, ceux qui habitent cette contrée déjà. Les gens est décrit par un seul détail, leur perruque, désignée par deux périphrases métaphoriques, une épaisseur de cheveux étrangers et un long tissu pour couvrir leur tête. La Bruyère critique cet accessoire à l'aide de trois adjectifs péjoratifs, pas net, confuse et embarrassé. Il donne des explications avec la ponctuation, qui est en rouge ici, dont les deux points notamment. Ce n'est pas naturel et avec un rythme ternaire, descente la moitié du corps, change les traits et empêche qu'on ne reconnaisse les hommes à leur visage. On peut aussi supposer que La Bruyère fait une allusion au côté fourbe de l'homme qui cache son vrai visage. Donc en synthèse de cette deuxième partie, nous pouvons dire que le portrait physique de ces individus repose principalement sur le culte de l'apparence et de la superficialité. En troisième partie, nous pouvons parler des rapports entre les individus avec la religion. Nous avons le champ lexical de la religion très présent, avec 3 fois Dieu, 2 fois autel, 2 fois temple, 2 fois prêtre, 2 fois mystère, 2 fois saint, église et sacré. Il y a beaucoup de répétitions d'ailleurs. La Bruyère décrit le rituel de la messe avec des indices de temps, tous les jours à une certaine heure, et des indices de lieu, un temple, une église. Et également les actions. Un prêtre célèbre des mystères. Ces actions sont qualifiées en gradation par 3 adjectifs. Saint, sacré et redoutable. Le dernier adjectif procure une certaine incertitude puisque ce n'est pas un vocabulaire en rapport avec la religion. On peut observer l'attitude des croyants, critiqués par La Bruyère qui ne célèbrent pas Dieu mais leur roi. On peut le voir grâce à leur posture, le dos tourné directement au prêtre et les faces élevées vers le roi. Ils ne s'intéressent pas au contenu de la messe, mais à l'un de ses participants. Il s'agit du culte du roi qui est confirmé par l'hyperbole, tout l'esprit et tout le cœur appliqué. On peut presque dire qu'il y a une soumission avec l'expression une espèce de subordination et aussi une explication de cette soumission avec le chiasme « ce peuple paraît adorer le prince et le prince adorer Dieu » avec une répétition du verbe hyperbolique « adorer ». Donc en synthèse de cette troisième partie, nous pouvons dire que le dernier aspect qui est décrit par La Bruyère est le rapport des habitants à la religion qui montre bien l'absence de sincérité des individus qui ont un comportement très éloigné des préceptes religieux. Et cette petite dernière partie, qu'on va appeler la découverte du pays, qui va nous parler en fait de l'endroit où se trouve ce pays, je vous dis il est long ce texte, commence par une périphrase, les gens du pays, avec l'utilisation du verbe fort nommé, le nomme, vous voyez, qui n'a pas d'attribut puisqu'il est suivi de 3 attributs, ce qui renforce le mystère autour du pays. La Bruyère donne des références géographiques précises avec 48 degrés d'élévation du pôle et 1100 lieues de mer. Ces informations ne sont valables que pour des vrais géographes. Puis il nous donne un deuxième indice,
en référence à deux peuples, les Iroquois et les Hurons, qui font référence au Canada. À cette époque, le Canada était une colonie française. Ces deux peuples étaient considérés comme des barbares, et La Bruyère fait exprès puisque le peuple qu'il vient d'écrire est plus barbare en fait, plus barbare qu'eux. La Bruyère sauvagifie un peu le Versailles. Donc, pour terminer, nous pouvons dire que nous pouvons dire que La Bruyère s'est amusé à décrire Versailles et ses courtisans sans jamais donner son nom, mais ses contemporains l'auront bien sûr reconnu. En conclusion, nous pouvons dire qu'en choisissant un observateur étranger, neutre et détaché, La Bruyère fait une critique du comportement des courtisans. C'est en fait un theatrum mundi de la cour de Versailles, fait d'artifices, de pareils et de faux semblants. La Bruyère agit en véritable moraliste, en portant un regard mordant sur les excès de ses contemporains. Nous pouvons également associer ce texte aux fables de Jean de La Fontaine, tout comme le texte juste avant, c'était Le berger et le troupeau. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à plus!